Je cherche trop, je cherche trop. Je cherche, je trouve. Allô? Salut Théo, Ah ouais, salut cousin. qu'est-ce que tu deviens? Eh ben, je vais être embauché chez Phoneland. Sérieux? Tu vends des smartphones? Au kilo. Comment ça, tu vends des smartphones au kilo? Faut qu'on cause là. Ah bon? Justement, j'allais t'appeler pour que tu viennes me filmer. Avec la hotline, on est sur un nouveau MOOC. Ah ouais, cool. Ça parle de quoi? Les impacts environnementaux du numérique. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est tout virtuel, y a pas d'impact. Non mais moi non plus, je te jure, je m'en rendais pas compte. Mais là, cousin, je suis tombé des nues. Les enjeux sont énormes. Il faut absolument qu'on informe les gens. Allez, passe à la maison, on va tout leur expliquer. On va les faire passer de consommateurs effrénés à utilisateurs éclairés. Ok, cool, j'arrive. Ok. Un monde, un monde. Chou, glouglou. Alors, c'est pour faire des films, ça, non? Roger, ici la base. Et c'est micro. Un monde tout numérique. Plus fort. Un monde tout numérique. Non, mais parle normalement. Un monde tout numérique. Ok, c'est bon. Ça sert à quoi, ce truc, juste? Oh, je sais pas trop. Mais ça fait pro, je trouve. T'as vu ça où? Bah, sur Internet, dans un tuto. D'ailleurs, je sais pas pourquoi tu veux déglinguer le numérique, c'est quand même super pratique. Mais non, je veux pas... Mais le numérique, c'est fantastique. Ça permet d'accéder à l'information, comprendre le monde, partager des connaissances. Et même communiquer avec les gens. Ah, la hotline, vous êtes là. Ben justement, j'allais raconter à Théo mon déclic, ce qui m'a poussé à faire ce MOOC. Vous vous souvenez du paradoxe du GIEC, le GIEC? Le paradoxe de quoi? Mais tu sais, le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est lui qui nous permet de nous rendre compte des impacts de nos usages sur l'environnement. Eh bien, le GIEC, c'est pas Madame Irma, c'est de la science. Ils utilisent la modélisation numérique. Tout de suite les grands mots. Mais Théo, c'est vrai, c'est la réalité. L'essence du numérique est de traiter de l'information, de la data. Une de ses applications, c'est la modélisation, qui permet de faire des simulations pour anticiper ce qui pourrait arriver dans l'avenir en fonction de différents scénarios. Pour ce faire, on va créer une sorte de double numérique de la réalité en essayant de représenter un phénomène, les lois mécaniques, biologiques, chimiques, sous la forme d'équations mathématiques. On injecte ensuite différents jeux de données pour simuler différents scénarios en fonction de différents paramètres. Les modèles manipulent un très grand nombre de données et nécessitent beaucoup de puissance de calcul. Grâce au numérique, on est ainsi en mesure de modéliser des villes, des sociétés, modéliser la diffusion d'une maladie, l'impact de mesures économiques ou encore le climat. Ça permet de mieux comprendre ce qui se passe et de donner des clés pour améliorer les problématiques ou expérimenter des solutions. Pour établir ces scénarios, le GIEC utilise des modèles numériques. Donc, pour résumer, pas de numérique, pas de GIEC, pas d'alerte. Ok, mais c'est quoi ton paradoxe alors? Eh bien, grâce aux modélisations, les chercheurs se sont rendus compte que le numérique avait lui-même une empreinte environnementale, et pas des moindres. Le voilà le paradoxe, puisqu'il permet l'observation. Il fait partie de la solution, mais il fait aussi partie du problème. Mais ça pèse vraiment lourd, le numérique? Pourtant, c'est tout virtuel. Grosso modo, à peu près l'équivalent de l'aviation civile. Ah ouais, quand même. Pour le moment, parce que au rythme où ça va, demain, ça sera plus que la voiture. Et après-demain, le problème, c'est que la croissance est exponentielle. Retour en arrière. Au départ, dans les années 40, les premiers ordinateurs sont des supercalculateurs. Des colosses qui occupent une pièce entière. Lorsque l'ancêtre d'Internet apparaît, ARPANET, et non pas le Minitel, on se dit qu'en mettant quelques ordinateurs en réseau, on couvrira les besoins de la planète. Et puis, progressivement, les ordinateurs se miniaturisent. Ils intègrent de la mémoire et peuvent traiter toutes sortes d'informations grâce à des langages de programmation et à des interfaces homme-machine. Ils entrent dans nos maisons et commencent à se relier par Internet. Aujourd'hui, on ne se rend même plus compte qu'ils sont partout autour de nous. Ils se sont fondus dans nos habitudes, dans l'environnement ambiant, dans tous les domaines. En 30 ans, on est passé de quelques dizaines d'ordinateurs et autres équipements électroniques à plusieurs milliards, et ça continue. Et oui, et plus il y a du numérique, plus l'empreinte environnementale est importante. Notre monde est devenu tellement dépendant du numérique qu'on se demande même comment on pouvait faire avant. Quand on s'éclairait à la bougie, c'est ça? Je te rappelle quand même qu'on a envoyé un homme sur la Lune bien avant les débuts d'Internet. Mais on nous promet l'illimité, tout à volonté, 24 heures sur 24. Mais pourquoi faire? On le sait bien, nous, que notre monde ne l'est pas illimité. Et comme le montrent les modélisations du GIEC, ça chauffe grave.
Ouais, mais la transition numérique, c'est pas une solution, ça, justement? Mais moi aussi, tout comme toi, je croyais que ça voulait dire moins de papier, moins de déforestation, moins de déplacements, moins de pétrole. Mais c'est pas si simple en fait. La transition numérique, c'est un mot rassurant. Mais ce n'est pas la réalité. On n'est pas dans la transition numérique. En fait, on est plutôt dans l'empilement numérique. On empile des technos. La 5G s'empile sur la 4G, qui s'empile sur la 3G. On ne remplace pas, on cumule. On informatise, mais on continue d'utiliser du papier. Bah ouais, il faut bien se moucher. Certes. On a mis les sciences du numérique au service de l'environnement avec les modélisations pour le GIEC, mais aussi pour tout ce qui peut permettre d'anticiper la météo, l'évolution des maladies, ou d'optimiser la mobilité, l'agriculture, les chaînes de production. Et depuis quelques années, le monde du numérique se regarde lui-même. C'est ce qu'on appelle le Green IT. Comment faire un numérique plus durable, plus responsable? Comment le rendre plus performant, plus efficient, afin de réduire son impact environnemental? Utiliser des matériels qui consomment moins? Les implanter dans des data centers plus performants énergétiquement? Combattre l'obsolescence programmée? Écrire des logiciels moins gourmands? Consommer mieux, mais consommer moins aussi. Oui, car le problème, c'est la consommation qui s'envole. Et les efforts déployés par la recherche ne suffisent pas. Le premier impact, c'est la fabrication des terminaux que les consommateurs ont dans les mains. Des milliards de smartphones, ce n'est pas durable. Et ça ne peut pas durer. Et alors, qu'est-ce que je dis à mes clients, moi? Faut pas changer de téléphone car ça craint pour la planète? Bah peut-être. En tout cas, c'est bien qu'ils se posent la question. Il faut que les gens prennent réellement conscience de ce qu'ils achètent. Allez, je suis prêt. On y va ou pas? Action. Dis-moi Théo, comment tu réagis quand t'as un client en face de toi qui veut le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière? Bah, je fais au feeling. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Tu sais quoi? On va faire un petit jeu de rôle. Ok. Bonjour monsieur, je voudrais un smartphone puissant mais hyper fin. C'est possible? Oui, c'est possible. Et comme je fais beaucoup de piscine, il faudrait qu'il soit étanche aussi. Oui, c'est possible. Et incassable. Je suis du genre maladroit. Oui, c'est possible. Et bien sûr, écolo. Oui, c'est possible. Et avec ceci? Bah, pas trop cher. Oui, c'est possible. Mais non, c'est à ce moment-là que tu dois dire stop. Ah bon? Et pourquoi? Parce que, comme dirait Oscar Wilde, aujourd'hui les gens savent le prix de tout, mais ne connaissent la valeur de rien. Un téléphone, c'est un bijou, c'est précieux. Ouais, enfin, c'est pas de l'or non plus. Mais si, c'est de l'or, c'est de l'argent, plusieurs milligrammes même. En fait, les téléphones devraient être vendus en bijouterie, posés sur une colonne, dans un écrin, sous une cloche même. Tu sais de quoi est fait un téléphone? Bah non. Je vais te raconter. Il y a 4,5 milliards d'années, la Terre était une masse en fusion. Ah ouais, on n'est pas rendu là. C'est pas une si mauvaise idée de partir de la Terre pour parler de ce qu'il y a à l'intérieur de nos portables, car c'est fortement lié. Regardons de quoi sont faits nos petits bijoux de technologie. Une coque, généralement en matière plastique, donc du pétrole transformé. Un écran, fait de verre et qui contient entre autres de l'indium, un métal rare dont les réserves s'épuisent. Une batterie lithium-ion, qui dure très longtemps et qui est toute petite, mais qui est pleine de composés toxiques. Et une carte électronique qui est en quelque sorte le cerveau du téléphone. Des composants électroniques connectés par des contacts très fins. Cette carte électronique concentre les matériaux de valeur. Il y a des métaux de base et des métaux spéciaux, des métaux précieux et des terres rares. Bah, c'est quoi les terres rares? Les terres rares, ce sont des métaux pas si rares, mais très difficiles à extraire. Pour fabriquer une petite pièce de rien du tout, il faut bouger des tonnes et des tonnes de terre, car il faut les extraire, ces métaux. T'es d'accord? Et dans un téléphone, il y a plus de 50 métaux différents. Des minerais qui datent parfois de plusieurs millions d'années. Des ressources fossiles qu'il faut aller chercher dans les entrailles de la Terre. Dans les mines, les mains dans la boue. Les minerais sont extraits dans des mines en Afrique ou en Asie principalement. Leur extraction est laborieuse. Ça nécessite de grands espaces, une grande quantité d'eau et d'énergie, et ça peut avoir des conséquences dramatiques pour les régions productrices. Pollution de mines, pollution de l'eau, érosion des sols, perte de biodiversité. Pour extraire les terres rares, on injecte des produits chimiques extrêmement nocifs dans le sol.
L'eau est polluée des substances radioactives rejetées. Les habitants des environs sont malades, les cultures asséchées. Dans certains pays, les accidents mortels de mineurs sont fréquents. Et parfois, les minéraux sont difficiles d'accès, alors on envoie des enfants, qui sont plus petits et plus souples. Il y a une telle demande pour ces métaux dont on n'avait que faire il y a quelques années que cela engendre des conflits terribles. La République démocratique du Congo concentre la quasi-totalité des réserves mondiales de coltan, un minerai dont on extrait le tantal, qu'on retrouve dans les condensateurs de nos téléphones. Grâce à cette manne, des seigneurs de guerre financent des armes. Alors ça nous paraît loin de nous, mais en fait, ça tient dans notre main. Ah ouais, c'est sanglant. Hein. Bah tu ne crois pas, c'est bien dire. Le tantal, par exemple, on le surnomme le minerai de sang, comme les diamants de sang. Tu vois? On en revient à la bijouterie. Tout ça pour quelques milligrammes. Y a même pas de quoi se faire une bague. Non mais, multiplié par des milliards, ça commence à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il y a une chose pourtant fondamentale qu'on a tendance à oublier, c'est que ces minerais, ce sont des ressources finies, non renouvelables, qui s'épuisent, et qu'il faut aller chercher de plus en plus loin, et dont l'extraction est de plus en plus chère et complexe. L'indium, par exemple, contenu dans un écran. Peut-être, dans 15 ans, il n'y en aura plus. Bye. Ouais, mais dans 15 ans, on ira en chercher sur Mars. Ouais, c'est ça, on verra. En attendant, on parle plutôt d'aller creuser sous les océans, histoire de les pourrir un peu plus. Mais tu crois pas qu'il faudrait qu'on s'interroge sur notre consommation frénétique? Parce que le plus souvent, au bout de 2 ans, ces bijoux, ils finissent à la poubelle. Ouais, ça je sais, ça craint. Hein. D'ailleurs, justement, on doit dire aux clients de rapporter leur vieux téléphone chez les opérateurs. Oui, il faut les rapporter à la déchetterie ou dans les points de collecte pour qu'ils puissent partir au recyclage. Un téléphone à la poubelle, c'est une bombe à retardement. Les téléphones font partie de ce que l'on appelle les DEEE, déchets d'équipements électriques et électroniques. Ils contiennent des matériaux et des gaz extrêmement polluants. Certains, comme le plomb, le brome, le chlore, le mercure, le cadmium, sont ni plus ni moins des poisons. Et je ne vous parle pas de la batterie lithium-ion qui justifie le classement des déchets issus des téléphones portables en déchets dangereux. Il est donc important de dépolluer et de recycler au maximum les portables jetés. Dans les filières contrôlées, on démantèle les équipements à la main. Les composants sont si petits et les métaux en si petite quantité que cela rend le travail extrêmement compliqué et il est très difficile de récupérer les matières premières pour les recycler. Les taux de récupération sont faibles, trop faibles pour qu'on puisse refaire un téléphone à partir d'un autre téléphone, ou de 5, de 10 ou même de 1000. En attendant, une grande majorité des DEEE ne sont pas dans les filières appropriées et se retrouvent dans la nature. Des organisations mafieuses les envoient dans des pays pauvres, loin de nos yeux. Et là, des travailleurs, dont des gamins, fracassent sans protection le matériel électronique pour récupérer les métaux précieux, puis jettent ou brûlent les pièces invendables. C'est catastrophique pour l'environnement et les populations. Alors le mieux, c'est de garder son téléphone le plus longtemps possible. Et quand je pense que j'ai foutu à la poubelle mon téléphone parce qu'il était tombé dans les toilettes. Non mais t'es dingue! Si ton téléphone tombe à l'eau, il faut surtout pas essayer de le rallumer. Tu le mets dans un bol de riz pendant 24 heures, et la plupart du temps, ça suffit. Il remarche. En règle générale, il vaut mieux réparer plutôt que de jeter. Tu mets tes bijoux à la poubelle, toi? Oh, ça va, c'est arrivé qu'une fois. Sinon, j'ai un carton plein de déchets électroniques à la cave. Mais oui, tout est préférable à la poubelle. Et c'est un moindre mal, parce qu'on peut espérer que d'ici 10 ans, on saura mieux recycler. Le bon sens, c'est de prendre soin de son téléphone, et puis pas d'en changer tous les 4 matins. Alors, qu'est-ce que tu lui réponds à ton client qui veut tout, et tout de suite, et pas cher? Eh bien, cher monsieur, figurez-vous qu'il y a 4,5 milliards d'années, la Terre était une masse en fusion. Je suis ton père. Ah, ça marche plus ce truc. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ah, je suis deg, j'arrive plus à utiliser tes Kitois. T'es Kiki? C'est quoi ça? C'est une appli qui reconnaît les imitations. Normalement, elle trouve. Et là, il se passe rien. Ah ouais, indispensable l'appli. Dis-moi, t'es bien connecté à Internet? Je vois pas le rapport, hein. Bah, ta réponse, elle est dans un serveur sur le cloud, elle est pas dans ton téléphone. Ton application ne marche pas toute seule, c'est tout un écosystème. Et c'est pour ça que ça marche pas? Bah, attends, je t'explique. Ton application, pour fonctionner, a besoin de toute une infrastructure numérique. Téléphone, réseau Wi-Fi, câble, antenne relais, data center. D'ailleurs, on préfère parler de services numériques. Logiciel, ça fait trop immatériel. Et il y a plein de gens qui ne se rendent pas compte de tout ce qu'il y a derrière un service numérique. Ils pensent que t'écris un message, ça part dans les airs et hop, ça retombe comme par magie sur l'ordinateur du destinataire. Bah oui, c'est ça la dématérialisation. Mais Théo, c'est dématérialisé pour nous. Mais dans le cloud, il y a du lourd.
Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas que ça n'existe pas. Effectivement, la matérialité se retrouve ailleurs. Savez-vous ce qu'il se passe lorsque vous envoyez un message ? Déjà, pour écrire évidemment, il faut un ordinateur, un smartphone ou une tablette, et ça, c'est du matériel. Ensuite, il faut qu'il soit connecté au réseau, téléphonique, ADSL, mobile 3G, 4G ou 5G, constitué de nos box, d'antennes, de millions de kilomètres de câbles sous-marins, d'antennes, de fibres optiques, de routeurs. Je crois qu'on peut aussi ici parler de matériel. Et puis souvent, le message, il n'est pas stocké sur votre machine, mais sur un serveur, dans un data center. C'est un grand hangar matériel avec des salles remplies de serveurs, de firewalls, de baies de stockage de disques durs, de routeurs et de switches empilés les uns sur les autres dans des armoires. Encore du matériel. Et c'est tout ça le cloud? Oui, on a déporté le stockage et le traitement en dehors de ta machine. D'un côté, c'est bien parce qu'on mutualise les équipements. De l'autre, l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas les éteindre. Eh oui, ton mail, ton appli, tu veux pouvoir l'utiliser quand tu veux. Alors tout doit fonctionner en permanence, nuit et jour, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il faut s'imaginer que les data centers sont des piles et des piles de serveurs les uns sur les autres qui fonctionnent sans interruption. Ça consomme de l'électricité et ça chauffe. Ce qui implique qu'il faut réguler la température grâce à d'immenses climatiseurs. Des fours dans des frigos. Et que se passe-t-il ensuite pour notre message ? Il attend, stocké à plusieurs endroits à température bien constante. Il attend que quelqu'un veuille bien le lire. Souvent, cela n'arrivera jamais. Dans le meilleur des cas, il attend qu'on le relise. Et là, autant dire que ses chances sont maigres, très maigres. Mais ça, c'est la promesse. L'accès immédiat à nos données, où que l'on soit, n'importe quand. Et puis, bien sûr, hors de question que les données de tous ces gens disparaissent dans les limbes. On a besoin de groupes électrogènes et de batteries de secours. Et on double tout, à minima, au cas où. Mais les data centers sont pointés du doigt à cause de leur fonctionnement qui a un gros impact sur l'environnement. Beaucoup de progrès ont été faits. Meilleure efficacité énergétique, implantation dans des endroits où la production d'énergie n'émet pas de CO2, voire au milieu d'un champ d'éoliennes. C'est mieux, plus efficient, mais ça ne résout pas tout. Surtout qu'il y a ce qu'on appelle l'effet rebond. Plus c'est facile d'accéder à la data, plus on en consomme. Et plus on en consomme, et plus il faut développer l'infrastructure. Et plus on développe l'infrastructure, et plus on consomme de la data. Ah oui, moi ça me fait pareil avec la mousse au chocolat. Ah non, ça c'est l'effet glouton, Théo. Ah bon? Avant, on écrivait un message texte avec 140 caractères, et ça nous suffisait. Avec la 3G, on a pu ajouter une photo. Avec la 4G, c'est des vidéos. Et avec la 5G, je peux streamer ma série en 4K dans le TGV. Et voilà. Mais t'as pas besoin de regarder un film en 4K sur ton téléphone, tu peux même pas faire la différence. La disparition d'une limite incite à la surconsommation. Voilà, c'est ça l'effet rebond. Et je te parle même pas des mises à jour de certaines de tes applis qui poussent carrément à changer de matos pour pouvoir les utiliser. Moi, ça m'énerve. C'est une parenthèse. Hein. Je le dis. Ça me rend dingue. Cela a même un nom. Et c'est la stratégie de l'obsolescence par le logiciel. Les services numériques sont souvent perçus comme gratuits, mais ils sont designés pour utiliser au maximum les nouvelles possibilités technologiques et nous pousser à changer notre matériel. Et ça, c'est pas gratuit, ni pour nous, ni pour la planète. Parce que la machine dont on se sépare, elle marche très bien. Il faut designer des services plus sobres, plus responsables, plus respectueux de l'utilisateur et de l'environnement. Les services plus simples sont plus accessibles sur plus de téléphones, donc pour plus de gens à travers le monde. Et aussi plus faciles d'utilisation pour ceux qui sont moins à l'aise avec la technologie. Pour allumer une bougie, pas besoin d'une usine à gaz. Réservons la technologie là où elle apporte réellement de la valeur ajoutée. Et utilisons les infrastructures existantes, mais ce pour quoi elles sont faites. Si on veut écouter une musique, pourquoi lancer une vidéo sur YouTube ? Si on est chez soi, pourquoi passer par la 4G et pas par le Wi-Fi ou la fibre ? Pour avoir la 5G, t'as racheté un téléphone ? Bah oui, j'en avais marre, ça ramait trop. Moi j'y passe des fois toute la journée, hein. Mais ça aussi, c'est voulu. Ça s'appelle la captation de l'attention. Le scroll infini, par exemple. Ou l'autoplay.
Avant, fallait cliquer pour avoir une vidéo. Maintenant, faut cliquer pour ne pas l'avoir. Oh, m'en parle pas. Hier, j'ai enchaîné et aujourd'hui, je suis crevé. Voilà. La consommation, c'est l'état par défaut. Mais il faut peut-être réfléchir 5 minutes à ce qu'on fait. D'ailleurs, pour décrocher et respirer de temps à autre, c'est bien de se déconnecter. Allez, vas-y, lâche ton appli, fais-moi une imitation. Ah bah quand même, hein, ce mauvais-là. Ouais, je la connais par cœur, ton imitation de Bourvil, tu l'as fait à tous les Noëls. À moi de jouer maintenant. Hasta la vista, baby. No problemo. Zzz, zzz. Bon allez, je crois que c'est bon là. On a assez répété, on va pouvoir tourner. Impact environnementaux du numérique, Tech One. Ah ouais, mais là, il se fait tard, là. On peut pas remettre ça à demain? Pourquoi? Bah, j'ai jusqu'à ce soir pour terminer le défi. Imaginez le monde de demain sur Minecraft. Le monde de demain? Ouais, je fais une ville ultra futuriste avec des objets connectés de partout. Il y a même une cabine de douche dans laquelle tu peux prendre ton café et qui te téléporte direct où tu veux. Adieu le GPS. Mais qu'est-ce que t'as contre le GPS? Rien, au contraire, j'adore. Sans lui, je me perds au bout de ma rue. Mais ça t'inquiète pas? T'es complètement accro et ça t'inquiète pas. Et voilà, encore les grands mots. Mais non, mais c'est pas des grands mots. On est dépendant et ça va pas en s'arrangeant. Plus on dématérialise, plus on est dépendant. Si on n'a plus de carte vitale, ça veut dire qu'on va être obligé de se soigner avec un smartphone? Et encore, ça c'est si t'as du réseau. Ouais, mais t'inquiète, il y a la 5G qui arrive, ça sera mieux. Mais ça veut dire quoi mieux pour une technologie? Parce que tu connais la différence avec celle d'avant, toi? À part qu'il faudra que tu changes de téléphone? Il y a un petit problème que tu sembles oublier. Dans 50 ans, si on n'a plus accès aux métaux pour fabriquer un ordinateur, on fera quoi si tout est numérique? Plus d'accès aux soins? À l'école? Aux services publics? Non, mais c'est vraiment maintenant qu'il faut y penser. Pas quand on sera en pénurie. Il y en a même qui disent que réduire le numérique ne suffira pas. Qu'il faudrait carrément en sortir. Et l'ordinateur quantique, tu connais? On devrait peut-être accélérer l'innovation, au contraire, pour trouver de nouvelles solutions. Mais accélérer, je veux bien, mais si c'est pour finir dans le mur plus vite, je vois pas l'intérêt. On nous dit, il faut consommer responsable. Moi, je veux bien garder mon vieux téléphone plus longtemps, mais si je n'arrive pas à le réparer ou s'il arrive à obsolescence, on fait quoi? C'est pas qu'à moi de sauver le monde avec mon antiquité. Je préfère qu'on lutte contre l'obsolescence programmée, qu'on incite les industriels à fabriquer plus propre, plus durable, pas qu'on me pousse à avoir un smartphone pour payer mon parking ou le médecin. Hein? Eh oh, la hotline, on fait quoi là pour sortir de l'impasse? Elle dit quoi la science? Bah Guillaume, c'est compliqué. Car les questions que vous vous posez ne sont plus seulement scientifiques, elles deviennent aussi politiques, éthiques, économiques. La science n'a pas réponse à tout. Elle a besoin de données, de moyens pour les traiter et de temps pour les analyser. Et ça, c'est ce qu'on appelle la recherche. C'est de la science en construction. Les chercheurs sont comme vous. Ils se posent des questions et tentent de tirer le meilleur parti des informations à leur disposition, quand ils ne doivent pas prendre le temps de les récolter et de les constituer eux-mêmes. Lorsque d'un côté, on a des connaissances scientifiques ou techniques qui se construisent et se stabilisent, et de l'autre des questions légitimes de citoyens ou de politiques, mais qui mêlent considérations éthiques et morales, ça peut provoquer ce qu'on appelle une controverse socio-technique. Pardon? Une controverse socio-technique. Un dialogue de sourds, quoi. Comme on a vu pour la 5G. Eh oui, la difficulté pour tout le monde dans ce cas, c'est d'admettre qu'il y a de l'incertitude. Et si les scientifiques sont habitués à cela, leur but, c'est pas de prouver qu'ils ont raison, mais de réduire l'incertitude au maximum, c'est plus compliqué pour les citoyens et les décideurs qui attendent des réponses. La science, c'est comme la cuisine. Il faut le temps que ça mijote. Voyez ça comme un gros chaudron dans lequel les idées se mélangent. Le chercheur est comme un cuisinier. Il fait avec les ingrédients qu'on lui donne. Son travail dépend donc des volontés politiques, des budgets, des réglementations. Faut lui laisser un peu de temps. Oui, mais enfin là, il y a urgence. Oui, c'est vrai. Mais construire une connaissance ne signifie pas qu'on ne sait rien. On peut évaluer grâce aux indicateurs. On peut tenter de projeter des résultats, avec la modélisation par exemple. On peut quantifier l'incertitude à travers des outils statistiques comme les barres d'erreur ou les intervalles de confiance. Donc en gros, on est plus ou moins sûr qu'on est mal. C'est rassurant. Mais du coup, j'en fais quoi de mon smartphone? C'est bien ou c'est mal, le numérique? Eh ben vous voyez Guillaume, ça c'est une question morale. Ce qui est sûr, c'est que nous avons à notre disposition un outil puissant, la technologie. Est-il possible de mettre le numérique au service de l'humanité?
en protégeant les individus, en préservant la nature, en poursuivant le développement de nos sociétés et notre émancipation face au travail et à la maladie. Le numérique, comme toute technologie, est une partie du problème, mais aussi de la solution. L'idée n'est pas de faire une liste et de pointer dedans ce qui serait bon ou mauvais, car les facteurs et les acteurs sont multiples. Chacun d'entre nous a une responsabilité du point de vue de ses usages. Mais ces usages sont aussi conditionnés par notre société, par l'industrie et le modèle économique duquel nous dépendons, par les décisions politiques et au final, par la réalité et les limites du monde dans lequel nous vivons. La science nous offre des outils et une méthode pour construire notre avis, mais elle n'est ni parfaite ni infaillible. Et pour ce qui est bon ou juste, c'est aussi à nous de le déterminer, en tant qu'individus et citoyens. Mais attends, si c'est nous qui avons la solution, c'est pas seulement un MOOC qu'il faut faire. Il faut qu'on discute ensemble de ce que l'on veut. Il faut se faire entendre. Il faut faire un débat, une loi. Ouais, c'est ça. Bah pendant que t'appelles Amazon et l'Elysée, moi je commence à ranger, hein. Non, tu es désespérant, hein. Et oui, ça veut pas dire que c'est à vous de tout porter. Il s'agit d'une démarche collective qui doit inclure tous les acteurs, vous les utilisateurs et les citoyens, mais aussi les scientifiques, les philosophes, les industriels et les politiques. Le monde de demain dépendra de notre capacité à coordonner les points de vue de ces différents partis et de l'ordre de priorité que nous donnerons à leurs intérêts. La difficulté est peut-être que notre dépendance à court terme nous empêche de prendre aujourd'hui les bonnes décisions vis-à-vis de ce qui nous mettra en danger demain. Ouh, l'outline là. Est-ce que c'est moi ou est-ce que vous ne viendriez pas de formuler une opinion? Moi, non. Ben si, le passage à la fin là sur ce qu'on doit mettre en priorité. J'ai dit peut-être, Guillaume. C'est une hypothèse. En science, on émet des hypothèses pour... Pour changer le monde, comme pour ma cabine douche de téléportation. Hypothèse. C'est bon. Allez, les impacts du numérique. D'ailleurs, c'est très intéressant ce concept, Théo. Vous trouvez? Ah oui. Ah. Mais la téléportation, c'est pas pour tout de suite, hein. Ouais, je sais. On peut regarder ça ensemble si vous voulez. Ah, bah oui, c'est pas de refus. Les impacts environnementaux du numérique, Take One.